Il n'y a ni paradis ni enfer. Peu importe ce que tu fais de ton vivant, tout le monde se retrouve au même endroit à la fin. La mort est égale pour tous. Après une décennie à m'injecter toute la fiction disponible en intraveineuse, forcément je deviens un peu critique. Et même parmi les œuvres que j'apprécie, rares sont les séries, les films ou les animés à réellement m'impressionner. Mais Death Note est l'une d'entre elles. Je ne sais toujours pas d'où elle est sortie. Un miracle. Un pur miracle apparu dans un magazine qui n'a jamais rien connu de semblable, avant ou depuis. Un ovni, débarqué il y a plus de 20 ans, mais dont on perçoit encore les traces aujourd'hui. Une merveille qui combine la plus belle partie d'échecs de la fiction, n'en déplaise à Queen's Gambit, le meilleur détective jamais vu, n'en déplaise à Sherlock, et surtout, le vilain le mieux écrit de tous les temps, n'en déplaise aux nombreux prétendants. Death Note est une œuvre sensationnelle, universelle et intemporelle. À travers une histoire bien plus captivante que la majorité de ce qui se fait de nos jours, elle traite de sujets qui parleront encore à tous dans 1000 ans. Où commence et s'arrête la justice? À quoi rime la mort? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être humain? Des questions auxquelles je n'essaierai même pas de répondre. À la place, je vais vous montrer la seule réaction à avoir lorsque le dieu de la mort descend en personne pour vous rencontrer. Je vais vous montrer ce qu'on devient fatalement lorsqu'on obtient un pouvoir sacré. Je vais vous montrer comment même le plus intelligent des étudiants sombre dans la folie. Je vais vous montrer l'inéluctable descente aux enfers d'un homme pourtant promis au paradis. Une histoire, c'est l'association d'un pitch et de son développement. Il y a des histoires au pitch un peu rincé, mais qui sont si bien exécutées qu'elles en deviennent grandioses. C'est notamment le cas de Hikaru no Go, un shonen illustré par le dessinateur de Death Note, Takeshi Obata, qui raconte comment un garçon tombe sur le jeu de Go de son papy et se retrouve possédé par un fantôme qui s'avère être le prof de Go de l'empereur du Japon de tard l'époque. Ouais, je sais pas pour vous, mais dit comme ça, moi j'ai pas franchement l'eau à la bouche ou la main sur la CB. Et pourtant, Hikaru no Go, c'est un sacré banger que vous pouvez aller lire les yeux fermés.
Enfin, vous avez compris quoi. A l'inverse, on a des idées très prometteuses mais qui se retrouvent maltraitées et produisent des résultats entre le moyen-âge et le... En vérité, le pitch n'importe pas tant que ça. C'est souvent le traitement qui prime. Par contre, lorsque les deux s'avèrent exceptionnels, c'est là qu'on se retrouve avec une histoire si captivante, une œuvre si puissante, que merde, je vais rien pouvoir faire d'autre tant que j'ai pas binge-watché cette connerie. Perso, des séries qui combinent un pitch magistral et un développement à sa hauteur, j'en connais que deux. Death Note et Breaking Bad. Alors, coïncidence ou complot, les deux racontent comment un homme très intelligent et bien sous tout rapport part en couille sévère. Et que ce soit Walter, je suis le danger, Skyler, ferme-la, ou Kira, au fait, poupée, t'aurais pas un 06, un nom et une photo? Non, mais c'est pour un projet perso. Suivre la décadence de ces deux girafes HPI cartésiennes qui auraient pu accomplir tellement, et le font, mais dans un registre radicalement différent, à quelque chose de particulièrement grisant. Je veux dire que s'ils étaient cons comme leurs pieds, ça ne produirait pas le même effet, pas vrai? Si Walt ou Kira s'étaient fait démasquer à l'épisode 2, direction la zonzon, forcément, il y aurait un poil moins de tension. Pour moi, les deux séries figurent parmi le top de la fiction et partagent des points communs importants, mais aussi de grosses différences. Autant si toutes deux ont une exécution flirtant avec la perfection, c'est bien le pitch de Death Note qui me subjugue le plus. On a un thriller policier fantastique qui suit le meilleur étudiant du Japon, alors qu'il acquiert un incroyable pouvoir surnaturel, mais suffisamment équilibré pour que le plus brillant des détectives taciturnes puisse sérieusement l'emmerder. Franchement, même si ma vie en dépendait, je ne pense pas pouvoir inventer un truc pareil. L'idée du livre qui tue des gens, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. C'est même unique au monde. Alors question, à une ère où le plagiat n'existe plus, dans un pays où quand on a une formule qui fonctionne, on l'exploite autant que possible, comment se fait-il, au juste, qu'on n'ait pas eu un seul autre Death Note? Il y a bien de Promise Neverland et 2 ou 3 mangas ici et là qui s'en approchent un peu, mais ça reste très maigre. La réponse est on ne peut plus simple. Pour avoir un Death Note, faut pouvoir écrire un Death Note. Autant c'est facile de juger une histoire, autant quand il s'agit d'en créer une soi-même, c'en est une autre. La complexité scénaristique de l'œuvre est le deuxième point qui me laisse complètement admiratif. Vu les innombrables rebondissements et retournements de situation accomplis par deux protagonistes qui utilisent leur gigantesque cerveau à plein régime, j'ose à peine imaginer la taille de celui qu'il faut pour leur faire établir ces plans tous plus ingénieux les uns que les autres, avant de les contrecarrer à tour de rôle. Et le génie, bien réel lui, qui se cache derrière cette histoire hors du commun, est un véritable mystère. C'est le Satoshi Nakamoto du manga, le Banksy du shonen. Une énigme jamais résolue. Ce qui est plutôt approprié, vous en conviendrez. On ne connaît même pas son vrai nom, mais il se présente sous le pseudonyme de Tsugumi Oba. Tout ce qu'on sait de lui, à compter que ce soit bien lui, c'est qu'il adore la lithographie, collectionne les tasses et s'assoit comme elle quand il a besoin de sérieusement cogiter. Alors, il serait tentant de faire le lien avec Akito Takagi de Bakuman, l'autre gros succès de l'auteur dans lequel il raconte comment deux amis créent un manga du Shonen Jump, mais souvenez-vous que l'homme souhaite rester discret, et qu'il est bien trop malin pour commettre une erreur aussi grossière. Même dans ses rares interviews, il ne parle presque jamais de lui. La seule info un tant soit peu intéressante que j'ai réussi à trouver, c'est qu'il s'identifie plutôt à Kazuya Hiramaru. Comme lui, il pense constamment qu'il ne peut plus écrire et clame à qui veut l'entendre qu'il souhaite s'enfuir loin de ses obligations. C'est malheureux, mais tout ce qu'on saura de cet homme sera ce qu'on arrivera à deviner à travers ses œuvres. Et je vais vous dire, je ne serais pas surpris de découvrir qu'il l'ait fait exprès. Parmi les auteurs, il y a deux écoles, ceux qui écrivent ce qu'ils veulent et ceux qui écrivent ce qu'ils pensent que les autres veulent. Oba appartient à la seconde catégorie. Il se met à la place de son audience et écrit pour elle, en anticipant leur réaction à telle scène ou telle révélation. Par exemple, il craignait que ses lecteurs ne soient pas directement embarqués dans ces histoires fascinantes, mais très particulières, et il avait le sentiment que les gens ne s'intéresseraient pas, jusqu'à ce qu'ils parviennent à un stade précis de l'histoire. Sans doute l'introduction de L pour Death Note. Constamment inquiet et désireux de plaire, il dit lui-même qu'il met toute son âme dans chaque chapitre, afin que l'histoire soit parfaitement mûre pour la consommation de ses fantastiques lecteurs. Ouais, moi non plus je comprends pas, c'est de vous qui parle là. En plus de respecter son public, Oba veut les régaler. Il n'aime vraiment pas broder, et dès qu'il a une idée cool, il ne peut pas s'empêcher de l'implémenter aussi vite que possible dans son histoire. C'est pour ça que Death Note a un rythme aussi effréné, surtout dans la première partie. Ce que beaucoup ont apprécié, mais ce que Oba, en relisant le manga, trouve un peu trop rapide pour le coup. Et si jamais vous vous posiez la question, s'il a décidé de ne pas trop développer les thèmes très sombres de Death Note, c'est parce que, même s'il n'y croyait pas au départ, il s'est retrouvé publié dans le Shonen Jump, un magazine principalement destiné aux ados. Et il convenait, par conséquent, de rester plutôt léger. L'homme pense à tout.
À l'instar de ses protagonistes, Oba est un fin calculateur, un architecte hors pair, un esprit brillant. Et c'est parce qu'il n'y en a pas deux comme lui qu'aujourd'hui encore, Death Note reste inimitable. Ne vous méprenez pas, j'adore Sherlock, mais le pauvre ne fait simplement pas le poids, parce qu'aussi exceptionnel qu'il soit, le Britannique du 221 Baker Street ne peut juste pas lutter, car en face, c'est pas Doumbé. Non, c'est Jésus. Et même sans aller jusqu'à verser dans la symbolique, le combat était perdu d'avance, ne serait-ce que rapport à la musique. Autant, encore une fois, j'aime bien le thème de Sherlock, autant celui de elle, c'est quand même autre chose. Quand mon gars sûr vient de piéger Kira qui se croit tellement supérieur et que sa musique se lance, c'est difficile de ne pas tomber amoureux. Et si là, vous vous grattez les veines en vous disant que je ne peux pas la mettre parce que je vais me faire copyrighter mes grands morts, rassurez-vous, il y a des OST qui valent juste le coup. Messieurs dames, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et préparez-vous. Parce que là, c'est l'heure de vous rappeler une musique héroïque. Ah ça c'est sûr que c'est autre chose que ces conneries de Bach ou Mozart. Alors nul besoin de vous présenter elle, il s'agit d'un des personnages les plus emblématiques du médium. Mais il y a sans doute quelques infos que vous ne savez pas. À commencer par le fait que son vrai prénom est bien, et là je vais vous choquer, Elle, ou Eru en japonais. Ce qui est un sacré doigt d'honneur à Kira et à tous ceux qui ont essayé un jour de percer son identité. Pour la petite histoire de pourquoi elle, Oba a vite statué sur une lettre comme dénomination, et par élimination, vu que I ou J ça claquait pas assez, il s'est finalement arrêté sur elle. À part ça, sachez que elle est un quart japonais, un quart anglais, un quart russe et un quart français ou italien. Évidemment, nous on va plutôt dire qu'il est français. Elle déteste les chaussettes, me demandez pas pourquoi, mais il adore les sucreries. En fait, il aime tellement ça qu'il n'a jamais pris un seul vrai repas de sa vie. Comme il cogite sévère, son cerveau a besoin d'un apport en glucose digne du plus grand diabétique. C'est pour ça que si jamais vous lui servez un classique jambon melon, faudra trouver quelqu'un qui aime la charcuterie. Ce qui ne vous aura pas échappé, par contre, est que le bonhomme est insomniaque, d'où les cernes, et qu'il a fait de la capoeira, d'où le pied-bouche qu'il fout sans prévenir à Light. Comme on peut le voir dans le guidebook, elle a une conceptualisation parfaite. Il visualise très bien les choses et peut facilement mettre des plans en place. Il a une émotion au maximum, sans doute dans la gestion et la compréhension, j'avoue ne pas trop comprendre ce point, et une capacité d'action géniale, comme il l'a montré à maintes reprises. Niveau sucrerie, on est aussi maxé, bien évidemment, et par contre, ça pêche un peu en connaissance, apparemment. Bon, honnêtement, je sais pas trop d'où ça sort, parce que le gars a quand même réussi à obtenir un score parfait dans toutes les matières à l'un des concours les plus sélects du Japon, en sachant qu'il n'a décemment pas pu avoir suffisamment de temps pour réviser. Perso, je trouve sa note un peu dure, mais bon, je suis pas l'auteur. À moins que... Ouais, non, je sais pas à qui je vais faire croire ça. Mais c'est peut-être parce que elle est capable de conduire un hélicoptère d'instinct qu'il n'a pas ressenti le besoin de développer encore davantage ses connaissances. En revanche, pas d'embrouille sur son point faible. Là, c'est clair pour tout le monde. La sociabilité, c'est pas son fort. De nature suspicieuse, le fait d'enquêter en permanence sur des affaires très complexes et souvent criminelles ne l'a certainement pas aidé à s'ouvrir à son prochain. En plus, comme il n'hésite pas à utiliser tous les moyens possibles pour parvenir jusqu'à la vérité, il se retrouve souvent incompris par son entourage. Enfin, elle a tendance à réagir comme un gamin et n'aime vraiment pas perdre une partie, aussi insignifiante soit-elle. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelqu'un d'autre. Par contre, elle, lui, au moins, on a conscience. Niveau design, si le détective le plus cool de la fiction ressemble à un figurant de The Walking Dead, c'est parce que Oba voulait prendre le contre-pied. L'idée était d'avoir quelqu'un de pas très attirant, voire même plutôt repoussant, pour contraster un peu plus avec Kira. C'est la consigne qu'il a donnée, avant de laisser faire son illustrateur, Obata, à qui on doit d'ailleurs les mimiques très particulières de elle, comme lorsqu'il tient son téléphone. Et ceci, mes amis, prouve que le physique n'importe que très peu au final, parce que le design eut l'effet inverse du résultat escompté. Elle est devenue le personnage le plus populaire de l'œuvre, assez loin devant Kira et Ryuk. Et bon là, j'invente totalement, et je ne serais pas surpris de découvrir que dans la vie réelle, il a plus de groupies que Light. Ce qui est très intéressant, parce qu'il faut savoir que c'est extrêmement rare dans une histoire, et encore plus dans un shonen, que le héros ne soit pas le plus populaire. Même si bon, je suppose que ça peut se comprendre quand on voit la gueule du prota. Alors pourquoi est-ce que elle est le chouchou incontesté de tous ?
Et bah déjà, parce qu'il sait se présenter le coquin. L'introduction de Elle est une des meilleures entrées qu'il m'ait été donné de voir. En fait, il est tellement bon à ça qu'il nous en sert 3. La première, c'est quand Interpol se réunit, parce que franchement, je sais pas vous, mais moi avoir plusieurs centaines de criminels mourir de crise cardiaque à travers le monde, je trouve ça un poil suspect au bout d'un moment. Mais vu que c'est tout de même pas archi classique comme affaire, les grands de ce monde s'avouent complètement dépassés et décident à contre-cœur de faire appel à Elle. Mine de rien, ça en dit déjà beaucoup sur le personnage, mais clairement pas autant que la scène qui arrive quelques minutes à peine après, puisque c'est là qu'on comprend pourquoi c'est lui, le meilleur. La deuxième introduction de Elle, la vraie, survient quand il fait diffuser le message spécial pour Kira, un grand moment de télévision, dans tous les sens du terme. Sa musique se lance pour la première fois, et très vite, le meilleur détective du monde montre qu'il n'a pas usurpé sa réputation. Muni d'un plan, somme toute très simple, le nombre d'infos qu'il arrive à récupérer est assez dingue. Déjà, il comprend que Kira n'est pas un dieu omnipotent, parce que celui-ci ne réalise pas que Lind L. Taylor n'est pas le vrai Elle, et le tue sans hésiter un seul instant. Ce qui l'assure que Kira peut bel et bien tuer sans avoir besoin d'être en contact avec ses victimes. Mais aussi et surtout qu'il est juste un être humain doté d'un étrange pouvoir au comportement puéril. Parce qu'un vrai dieu, ou quelqu'un avec un dessein véritablement pur, n'aurait pas exécuté un détective n'ayant commis aucun crime. Et même s'il l'avait fait, il aurait au moins réfléchi un peu plus longtemps avant. Cela permet aussi de déduire que Kira est sans doute jeune, un peu impulsif, et assurément pourvu d'un complexe de dieu. Alors en vérité, Elle prend un énorme risque. Parce que même s'il ne se montre pas, il aurait pu mourir si les pouvoirs du Death Note s'avéraient être encore plus puissants. En contrepartie, ça lui permet de plus ou moins déterminer la portée de Kira. Comme il ne meurt pas, Elle peut assez facilement déduire que Kira a besoin d'informations sur sa victime. Mais le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau, le moment où on se dit « Ah ouais, Elle c'est pas le clodo du coin », c'est quand il révèle que le programme spécial n'est pas diffusé à travers le monde comme annoncé, mais seulement dans le Kanto, la région la plus peuplée du Japon. Cela permet de s'assurer que Kira habite bel et bien ici, mais aussi de lui infliger une première défaite. Peut-être qu'elle suffira à le ramener sur Terre, à le dissuader de faire justice soi-même, mais dans tous les cas, elle devrait le déstabiliser et le pousser à commettre une erreur dans un futur proche. Autant se l'avouer, c'est pas mal comme entrée en matière. Mais Elle va faire encore mieux, puisque la troisième introduction arrive 7 épisodes plus tard, dans un moment qui finit de cimenter la légende, la classe, le charisme du détective au cerne de 20 cm. Quand Light passe son examen d'entrée à l'université, et qu'il se retourne pour découvrir les pieds nus de ce gars vraiment chelou, déjà miam, et ensuite faut dire que c'est un moment sacrément épique. Ni Kira ni nous ne nous attendions à voir Elle débarquer face au principal suspect. Mais ce qui survient juste après, c'est tout simplement la scène préférée d'Oba. Celle où Elle annonce de vive voix à Kira que c'est lui, Elle, le mec qu'il cherche à tuer à n'importe quel prix. Ce moment résume le personnage à lui seul. Intelligent, épique, choquant, héroïque. Il permet aussi de montrer que Elle n'est pas qu'un génie derrière un bureau, mais un homme d'action qui n'hésite pas à prendre de très gros risques. Et c'est la première fois que Light se sent vraiment inquiété. Il a failli laisser échapper une réaction, mais en plus, c'est un contre-pied bienvenu à la plus célèbre réplique du héros qui n'en est pas un. Malin comme un singe qui n'aurait jamais dormi de sa vie, Elle utilise en plus le nom d'un acteur hyper célèbre. Comme ça, si Kira est tenté d'écrire son blaze, il sera difficile de ne pas penser au mauvais gars. Un piège finement tendu qui irrite un chouïa Light. Bon, pendant 25 épisodes, Elle n'aura de cesse de flexer son QI à 4 chiffres. Et puis, au terme d'une superbe partie d'échecs, le roi finit par tomber. Et là, c'est le moment où il faut saluer le travail du réalisateur de l'anime, Tetsuro Araki. Pour la petite histoire, c'est lui qui a supplié à genoux les responsables de l'adaptation pour qu'on lui refile le bébé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne se sont pas trompés. Silence est l'un des meilleurs épisodes jamais réalisés. Chaque scène, chaque plan transpire d'une solennité rarement atteinte dans la fiction. L'intro, qui montre des bribes du passé de Elle, les cloches qui sonnent, les vitraux, le son des rouages qui tournent, du mécanisme déjà en marche et qui ne saurait s'arrêter que d'une seule façon. Les escaliers divisant la tête de Light pour montrer son double visage, la chanson funeste de Misa tandis qu'elle aide Kira à forger ce monde idéal, ou encore quand Elle demande à Light s'il a dit la vérité une seule fois dans sa vie, et qu'il règne alors un silence assourdissant sous une pluie torrentielle. On sent que c'est fait avec goût, respect et amour. Tetsuro Araki a su élever le personnage de Elle à un niveau pas même atteint par l'œuvre originelle. C'est à lui qu'on doit la fameuse scène où il lave les orteils de Kira. Au cas où vous ne l'auriez pas, il s'agit d'une référence directe à la Bible, dans laquelle Jésus lave les pieds de ses disciples, et notamment ceux du vil Judas. C'est pour ça que le moment dénote autant,
pour que même les spectateurs qui n'ont pas la ref réalisent qu'il se passe quelque chose de très spécial là. La scène est magistrale, inoubliable. On a un Kira sublimé, les quelques rayons de soleil illuminant son visage, pendant que son rival est accroupi, rabaissé, volontairement dominé par sa présence, tandis qu'il sait que son heure est arrivée. Elle est le seul à entendre ces drôles de cloches. Étrange expérience métaphysique qui s'avère être une autre référence biblique, puisque Jésus faisait des rêves prémonitoires du sort qui l'attendait. Et voilà, le détective le plus apprécié de la fiction s'éteint finalement, bien évidemment dans les bras de Kira, qui lui offre son plus beau sourire, pour qu'au moins il puisse partir en paix. Il savait depuis le début, et jusqu'à la fin, elle ne se sera jamais trompée. Elle meurt en tant que martyr, prêt à tout pour accomplir sa tâche, y compris se mettre en danger, il y aura laissé sa vie. À l'inverse total de Kira, même s'il le croit dur comme fer, sa motivation était totalement pure. Sans doute est-ce pour cela que les spectateurs ont très mal vécu sa mort, et ils ne sont pas les seuls. Oba adorait elle. Sa défaite n'était qu'une option au départ, mais quand l'histoire a progressé jusqu'à la capture de Missa, tout le service éditorial a convenu que c'était le chemin à emprunter. Aussi a-t-il laissé partir son personnage à contre-cœur. Mais tel le Christ, elle continuera de vivre bien après sa mort. Que ce soit dans le cœur de Kira, le seul ami qu'il n'ait jamais eu, ou dans les actions de ceux qui prendront sa relève. Aussi, je pense qu'il l'a bien mérité. Son titre, de plus beau détective de la fiction. Pour obtenir un grand match d'échecs, il faut mettre face à face deux très bons joueurs. Et pour avoir le plus beau, il faut les tout meilleurs. Même si c'était sans doute inutile, dans la partie précédente, j'ai tenté de vous rappeler à quel point Bébou, elle, était brillant. Tout au long de sa vie, il a constamment eu un coup d'avance sur tout le monde. De ce qu'on sait, personne, absolument personne, ne lui a donné du fil à retordre. Ce n'est pas pour rien qu'Interpol faisait appel à lui quand la toute-puissante organisation se retrouvait dans l'impasse. Pourtant, je suis prêt à parier que tous ces cas n'étaient qu'un hobby, pour lui. Un moyen de tuer le temps, une tâche insipide, loin, très loin de le stimuler intellectuellement. Un peu comme si on faisait faire des sudoku à Pythagore ou une compote à Newton. Heureusement, tout vient à point à qui sait attendre sans dormir. Et même si ça a demandé au tout meilleur élève du Japon de tomber sur un pouvoir surnaturel, à moins que ce soit l'inverse, elle a fini par l'avoir. Le match de sa vie. Et quel match! À la fois le plus dangereux, le plus enivrant et le plus beau. Mais aussi le dernier. Après une magistrale ouverture du détective, les deux se sont rendus coup pour coup. Chacune de leurs actions avait tout le temps plusieurs motivations, souvent cachées, et des retombées multiples, presque toujours anticipées. Par exemple, quand elle prétend tester les facultés de raisonnement de Light, il veut aussi et surtout lui tendre un piège pour renforcer ses suspicions.
C'est pour ça qu'il présente la 4e photo, pour juger sa réaction à une preuve que les deux savent factice. Parce que le fait que Light n'y songe même pas malgré la réponse alambiquée qu'il donne à cause des numéros d'impression au dos de chacune, montre qu'il n'a pas envisagé une seule seconde son existence. Ce n'est pas assez pour l'inculper, mais suffisant pour le suspecter. En prime, avoir numéroté les photos dans le mauvais ordre permet de faire croire à Light qu'il a évité le piège, et d'ainsi baisser sa méfiance pour qu'il tombe dans le vrai, plus subtil. Brillant. Et chacune de leurs actions est de cet acabit. Dans cette partie où les pions sont des plans et le monde un échiquier, elle a enfin l'occasion de démontrer toute l'étendue de son talent. Pourtant, aussi improbable que cela puisse paraître, l'homme finira par tomber. Parce qu'en face, se trouve le seul à pouvoir le battre. L'intelligence de Light est vertigineuse. Et puisque le monde n'est pas juste, il jouit en prime d'une très belle gueule, d'une grande sociabilité et d'autres qualités essentielles pour s'en sortir dans sa situation ô combien périlleuse. Comme l'art du mensonge. Parce que si elle n'aime pas mentir, pour Kira, c'est une seconde nature. Ce qui tombe bien, car quelque chose me dit qu'il risque d'en avoir besoin. Et pour compléter cette panoplie, le jeune homme peut également compter sur sa détermination sans faille. Parti en croisade, il ne reculera devant rien pour arriver à ses fins. Lorsqu'il se sait suivi par un agent du FBI, Light parvient à le pousser à lui révéler son identité de son plein gré. C'est déjà très fort, mais ce n'est que le début, parce qu'il lui a préparé une enveloppe comme il n'en a jamais vu. Grâce à elle, il va faire en sorte que Ray tue le directeur de l'agence, afin de lui faire envoyer les informations sur tous les agents présents au Japon. Puis, ce sera lui qui condamnera chacun de ses collègues sans même le réaliser, aussi habile que diabolique. Mais là où il m'a vraiment impressionné, c'est quand il rencontre la fiancée de Ray. S'il a la chance de croiser Naomi au QG, la jeune femme s'avère maligne, perspicace et vraiment très prudente. Elle lui donne un faux nom, puis malgré les arguments plus que convaincants de Light, décide très vite de retourner au QG retenter sa chance. On assiste alors au premier vrai moment de tension que rencontre Light. Pour moi et ma modeste intelligence, là c'était échec et mat. Je ne voyais simplement pas comment il pouvait s'en sortir. Et même lui ne fait pas le fier. Il songe un instant à l'attaquer physiquement par manque de solution. C'est dire s'il se sent acculé, mais il finit par retrouver ses esprits, et avec sa perfidie. Une masterclass. Light joue précisément sur la seule corde sensible de la femme dont il a déjà craqué le code. Il sait qu'elle est courageuse, déterminée et en deuil. Aussi lui fait-il la seule proposition qui pourra la faire flancher. Sourire angélique, main tendue, Light lui propose de les rejoindre dans leur noble quête, celle d'arrêter Kira. Lui. Et à partir de là, c'est game over. Comme c'est tout ce qu'elle souhaite à présent, Naomi ne réfléchit pas une seule seconde et abandonne ses défenses. Le diable n'aurait pas fait mieux. Et ce n'est même pas le meilleur move de Light. Plus tard, Misa et Rem débarquent, ce qui lui complique très vite la vie. Rapidement coincé par l'imprudence de la première, l'agressivité de la seconde et la proactivité de elle, Light, impuissant, voit les pions ennemis l'encercler. Il n'a plus d'échappatoire. Il va tomber. Mais je vous l'ai dit, l'intelligence de Light est vertigineuse. Et c'est dos au mur qu'il va jouer le plus beau coup de sa vie. Celui qui ironiquement lui offrira sa liberté. Celui qui signera la mort de son ennemi juré. Un coup que je n'aurais pas trouvé en 100 ans. Prenant tout le monde par surprise, Light cède la propriété de son Death Note, en disant à Rem de le filer à un type ambitieux. Parfaitement conscient de l'homme qu'il est, Light prédit avec une précision diabolique la suite des événements. Il sait qu'il voudra aider elle et que lui n'aura rien à perdre à accepter. Et il sait aussi qu'ensemble, peu importe qui Rem choisit, ça ne prendra pas longtemps avant de le retrouver. Par contre, au lieu de laisser Higuchi reprendre les exécutions dès son incarcération, il dit à Rem d'attendre 2 semaines pour semer le doute dans l'esprit génial de elle, maintenant persuadé que Light est bel et bien Kira. Sauf que se rendre dans ces circonstances n'a juste pas de sens. Aussi, le détective ne sait plus où il en est, et rapidement, il se retrouve forcé de croire que Kira n'est qu'un esprit prenant possession des gens. À ce moment-là, c'est la seule explication logique, et ça complexifie drastiquement l'enquête. Mais Light ne s'est pas arrêté là, oh là non. Il a fait écrire des fausses règles à Ryuk afin de définitivement le disculper dès qu'il retrouvera possession de son Death Note. Face à un pouvoir surnaturel, tout le monde sera enclin à naturellement les accepter. D'autant que, à part elle, personne ne veut que Light soit Kira. C'est déjà très fort, mais pourquoi s'arrêter là? Light a aussi procédé à l'échange des cahiers avec Rem et Ryuk pour que Misa se retrouve en compagnie de ce dernier et non de Rem. Comme ça, lorsqu'elle regagnera ses souvenirs, si jamais elle a oublié le nom de elle, ce qui est loin d'être improbable, là où Rem aurait refusé, Ryuk, lui, n'hésitera pas à diviser son espérance de vie à nouveau pour qu'elle retrouve ses yeux de Shinigami. Un atout non négligeable pour Kira. Enfin, dernière touche à son plan aussi génial que machiavélique, Light charge Misa de reprendre les exécutions dès sa libération. Il sait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se fasse attraper par elle. Et il sait aussi
que Rem, qui fera absolument tout pour Misa, n'a maintenant plus qu'un seul choix. Échec et mat. En un seul coup, Light se débarrasse à la fois de elle et Rem. Il est sans doute le seul humain à avoir réussi l'exploit de tuer un dieu de la mort. Et franchement, face à un tel génie, il n'y a rien d'autre à faire que de s'incliner. Kira méritait de gagner. Maintenant, si on redevient méta 2 secondes, c'est bien l'écriture d'Oba qui force le respect. Pour tisser une telle partie d'échec mental, il n'y a pas d'autre choix que de se mettre à la place de chacun des protagonistes. Ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Oba a une incroyable capacité à voir son histoire du point de vue d'un personnage. Oublier des informations importantes que lui, l'auteur, a, comme la façon dont Kira tue, c'est vraiment pas un exercice facile. Pourtant, il y arrive parfaitement. Et c'est pour ça que par exemple, le piège tendu par elle et Soichiro est incohérent pour nous. Parce que les mains ligotées, Kira ne pourra pas le tuer. Mais ça, elle l'ignorait à ce moment. Oba, le zèbre, n'oublie jamais rien. Mais si vous voulez de l'intelligence, de la vraie, sortez les fourchettes. Parce qu'il est maintenant l'heure de passer à table. Et ce soir, on bouffe du tennis. Le match entre Light et elle est un petit bijou d'écriture. Déjà, ça permet d'avoir une première confrontation directe entre les deux dans une scène plaisante à suivre, mais surtout, on a une mise en abîme parfaite de leur affrontement. Je m'explique. Si de l'extérieur cela ressemble à une simple partie entre amis, à l'intérieur, chacun cogite sévère en coulisses. Évidemment, sans le montrer, parce que tous deux essayent de démasquer si l'autre est bien celui qu'il prétend être. À travers une compétition physique, le match cristallise la bataille intellectuelle que les deux se livreront. Pas mal, mais ça va évidemment plus loin que ça. Le match commence et d'entrée, elle surprend Kira avec un service, tout comme il l'a surpris avec l'annonce qui lui a permis de deviner où il habitait. Kira avoue alors être impressionnée, comme il l'a été à ce moment, et pour qu'il n'y ait aucun doute, elle rétorque que l'initiative offre la victoire. Ensuite, chacun se rend coup pour coup. Ils prévoient tous deux la prochaine action de l'autre et développent une tactique pour la contrer à tour de rôle. Les deux se tirent la bourre et arrivent rapidement à 4 jeux partout. Et là, Light connaît un sursaut d'orgueil qui va le pousser à tout donner pour remporter la partie. Il attaque subitement, surprend elle et gagne les 2 prochains jeux, puis le match. Ce qui pourrait faire écho au moment où il cède la propriété de son Death Note, puisqu'à partir de là, elle ne remportera plus aucune victoire contre lui. Ouais, je vous rassure, si là vous vous sentez un peu con, c'est normal. Tout le monde ne peut pas être un génie, c'est même le concept. Tout comme il n'y en a qu'un à avoir pu raconter la plus belle partie d'échecs de la fiction. Light est pur. Dans son cerveau, on peut dire que ça foisonne. Mais Light, c'est sûr, a peut-être déconné en tuant plus de 200 000 personnes. C'est rare les shonen où le héros tue des milliers de gens au lieu de les sauver. Mais il est comme ça notre Light. Il a le cœur sur la main et la main sur le cahier de ses morts. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Ou qu'on le déteste. Que ce soit dans l'œuvre ou pour les spectateurs, il divise instantanément les gens en 2 camps. On a les pro-Kira et les anti-Kira. Ce qui n'importe vraiment que très peu en réalité, puisque c'est bien lui qui rigolera à la fin. Après tout, ne dit-on pas qui ira bien, qui ira le dernier? Mais si jamais vous faites partie des détracteurs, vous êtes-vous déjà posé la question? Vous, qu'auriez-vous fait avec le Death Note? Vous l'auriez laissé dans un coin sans y toucher? Vous auriez peut-être écrit le nom de tous ceux qui un jour vous ont contrarié. Light, lui, a décidé de l'utiliser pleinement. Parce que c'est quelqu'un qui fait toujours les choses à fond, avec une intensité folle, que ce soit dans ses études ou lorsqu'il est l'heure de manger des chips. Mais dis-moi, pour les faire passer, tu veux pas un coca? Light? Bon, trêve de plaisanterie. Ça va peut-être vous sembler dingue de dire ça, mais Light est pur. C'est pour ça qu'il se retrouve autant affecté par tous les malheurs de ce monde qui ne lui convient plus. Il contemple, impuissant, des gens se maltraiter, s'entretuer, se déchirer. Et à chaque fois, c'est une partie de lui qui meurt avec eux. Élevé par un homme foncièrement bon, un modèle faisant toujours passer les autres avant lui, quelqu'un ayant le sens des responsabilités comme de la justice, Light souhaite suivre ses pas et intégrer la police pour aider les gens. Mais à quoi bon? Il est beaucoup trop intelligent pour oublier. Ce monde fou qu'il ne pourra pas changer. Light est intimement déprimé par la noirceur, la stupidité et l'hypocrisie qui l'entoure. Au cours des 37 épisodes, il n'a pas souri une seule fois. Bon, à part celle-ci, et celle-là, et aussi celle-ci bien sûr, et puis celle-là, celle-là, celle-ci, et celle-ci. Mais à chaque fois, c'était Kira. Light, lui, n'a pas envie de rire. Lorsqu'il tombe sur le Death Note, il n'y croit pas le moins du monde. Et pourtant, il finit par le ramasser. Même s'il n'en a pas conscience, au fond, il veut que quelque chose change. Puis, quand il réalise que ce n'est pas une blague, Light n'hésite pas longtemps avant de l'utiliser à plein régime. Mais par contre, il ne le fait pas pour lui.
Dans une démarche parfaitement altruiste, bien que très puérile, il exécute tous ceux qu'il mérite à ses yeux. Tous ceux qui ont échappé à la justice, tous ceux qui corrompent ce monde. Sans savoir ce qu'il adviendra de lui. Puisque quand Ryuk débarque, il n'est pas tant surpris de le voir que d'apprendre que le dieu de la mort ne va pas prendre son âme. Qu'il n'y a pas de prix à payer à l'utilisation de ce pouvoir. Du moins, pas directement. Et même lorsque le Shinigami lui dit qu'à présent, il n'ira ni au paradis ni en enfer, Light s'en fout. Il était préparé à bien pire. Alors, Light se lance dans sa quête. Il va la créer, cette utopie dont il rêve. Une planète où les innocents vivront en paix et les criminels dans la peur. Il mettra un terme aux guerres, à la souffrance et au malheur. Qu'importe ce qui lui arrivera ou où il finira. Parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Si le premier épisode s'appelle Renaissance, c'est parce que Light reforge à la fois ce monde et lui-même. Il a enfin un but, une raison de vivre, et il le dit. Quand Ryuk lui annonce que tous les humains ayant eu possession d'un Death Note n'ont connu que malheur, Light lui assure qu'il sera l'exception à la règle. Lui n'a jamais été aussi heureux de toute sa vie. Mais c'est bien Ryuk qui avait raison. Aucun homme ne peut utiliser le Death Note sans en payer le prix. Son pouvoir est d'une perversité absolue. Loin de sa victime, pas de sang, pas de violence, juste un nom à écrire. D'une simplicité enfantine. Comment résister? Sans lui, Light serait devenu quelqu'un de respectable comme son père. Sans doute se serait-il hissé au sommet de la police japonaise. Avec, il se retrouvera enivré par son pouvoir, happé par le complexe de Dieu qui lui pendait au nez. Au premier nom inscrit, il est déjà trop tard. Light a goûté aux fruits défendus. Sa chute est à présent inexorable. Déjà isolé, il s'enfoncera dans ses mensonges et sa double vie, qu'il partagera à de rares personnes, mais jamais par choix. À part une fois. Au moment où il tuera le seul véritable ami qu'il n'ait jamais eu. Honnêtement, je ne saurais dire si je me voile la face, mais quand elle tombe, je ne pense pas que Light ait eu le temps de calculer ses réactions. Son visage n'affiche pas encore le sourire démoniaque de Kira quand il prend elle dans ses bras. Et même ça pourrait être pris pour de la pitié, de la reconnaissance. Sa façon à lui de dire « C'est moi qui gagne cette partie, frérot ». C'est aussi à elle qu'il consacre son dernier instant de vie, vers lui que va son ultime pensée. Malheureusement, ils ne se retrouveront pas dans l'au-delà pour une revanche. Et ça, Light le savait dès le départ. Il aurait dû écouter Ryuk. Le dieu de la mort l'avait prévenu qu'il souffrirait d'une façon qu'il ne pouvait pas imaginer. Mais si c'était à recommencer, sans doute Light ferait-il tout pareil. Ne serait-ce que pour tromper l'ennui, pour recommencer à vivre, pour rencontrer elle et faire la plus belle et la plus amusante partie d'échecs de sa vie. Ou bien pour sauver ce monde. Car si pour certains il est le pire tueur en série de l'histoire, pour d'autres, il est un dieu. Kira a totalement arrêté les guerres et réduit les crimes à travers le monde de 70%. Peut-être a-t-il sauvé plus de personnes qu'il n'en a tué. Par contre, même s'il y croit dur comme fer, Light ne s'est pas sauvé lui. Avant de le réaliser, il deviendra un démon, un tueur, le genre de personne qu'il détestait plus que tout et qu'il s'était promis de combattre. Et il finira même par perdre tout ce qui le caractérisait. Son flegme, sa classe, son esprit. Quand la mort toque à sa porte, Light n'a plus de délire mégalomaniaque, plus de complexe de Dieu ou de grand dessein. Quand il s'éteint, seul sous une nuit tombante, il n'a que peur et regret. Alors si Light est le plus beau vilain de la fiction, c'est parce qu'il n'en a jamais vraiment été un. Light n'est pas un dieu, ni le diable, mais un homme, juste un homme. Intelligence, stupidité, beauté, laideur, lucidité, folie, force, faiblesse, altruisme, égoïsme, humilité, arrogance, courage, couardise, grandeur, pathétique, espoir, mélancolie. Il représente à la fois le meilleur et le pire de l'être humain. Et comme pour beaucoup d'entre nous, il s'est juste perdu en chemin. Light a oublié qui il était, qui il voulait être. Et quand la lumière disparaît, il ne reste que les ténèbres.
Bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous ne vous êtes pas abonné, vous avez plutôt intérêt à prier pour que je tombe pas sur un Death Note. Allez, tchuss.